Retour dans Regard croisé pour le troisième sujet qui nous intéresse. On parle de la Guinée où l'UFDG et le RPG appellent au boycott du référendum constitutionnel. Alors pourquoi ces deux partis majeurs choisissent-ils de boycotter le référendum? Parce qu'ils sont écartés forcément. Renaud, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cet appel pourrait prendre? C'est une vraie question, parce qu'on on est quand même à une espèce de croisée des chemins pour cette... je n'aime pas trop le mot junte, mais on va dire pour le régime en place en Guinée. Et donc, c'est vraiment un pari sur la légitimité du référendum constitutionnel. Si ça prend, ça va... Et là même, je ne sais même pas si dans la pratique, ça va vraiment empêcher quoi que ce soit, parce que en Afrique, on a toujours cette relation ambiguë au boycott et à la politique de la chaise vide. Il est rare que ça empêche vraiment les gens en place de mener à bien leur projet, parce que dans nos constitutions, il n'y a pas nécessairement la question du taux minimal pour un vote, il n'y a pas un quorum, quoi. Il y a pas un quorum en général pour juger de la légitimité ou pas d'un texte. Donc c'est une espèce de zone d'angle mort qui fragilise souvent les questions. Mais en tout cas, il est certain que si au 21 il n'y a pas foule, ça va décrédibiliser le texte. C'est une certaine... Mais c'est quand même un pari très risqué, je trouve, de ces deux grandes forces de l'opposition en Guinée, pour un peu essayer de remettre les pendules à l'heure, en tout cas de leur point de vue. On voit quand même que du côté du pouvoir, il y a peu de réaction par rapport à ça. Il y a quand même une certaine assurance. On se dit quand même que ça va passer, parce qu'on a quand même les manettes et les rênes. Donc, ça reste à voir. Ça reste à voir, honnêtement. Je ne parierais pas trop sur le succès de ce boycott, mais je n'ai pas de boule de cristal. Alors, Louis, est-ce que c'est un aveu d'échec du processus inclusif? Parce que c'est vrai que c'est ce qu'ils réclament, ces deux partis, et ils avaient même appelé à des manifestations qui n'ont pas été autorisées. Justement, je ne te réponds pas à l'affirmatif, parce qu'on a eu tous les remous qui ont eu autour de ce test-là, de la rédaction en fait de ce test qui fait objet de référendum. Ça n'a pas été inclusif, parce que tous ceux qui l'ont rédigé, ce sont des alter ego du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Des gens qui ont été commis justement pour modifier les tests, d'abord modifier la charte de la Constitution pour que le général Doumbouya puisse être candidat à ces élections, alors que déjà il y avait une trame de la transition qui l'interdisait, qui disait que tous ceux qui ont participé à la transition ne devaient être pas candidats aux élections présidentielles. À un moment donné, on a essayé de traficoter et tout cela. Et donc aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya a la roue libre justement pour être candidat. Et candidat et justement remporter ces élections-là demain. Donc du coup, le processus n'a pas été inclusif, et il ne sera pas inclusif. Parce que le référendum dont vous parlez, il y a deux partis, Cellou Dalein Diallo, qui est un poids lourd de la politique guinéenne, un opposant charismatique, qui au départ n'était associé à rien, et même au lancement de ce processus-là, il avait été demandé aux médias de ne pas recevoir les partis politiques d'opposition. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas passer justement pour donner leur consigne de vote. Et ce privilège, je ne sais pas si c'est ce privilège, cet avantage leur a été refusé. Ça veut dire que déjà il y a deux poids, deux mesures dans l'organisation de ce référendum-là. Et vous allez constater qu'en amont, il y avait des manifestations qui ont été lancées par l'opposition et les organisations de la société civile. Vous avez un pouvoir aujourd'hui qui fait tout pour aller à un hold-up électoral. Quelqu'un l'a dit, je crois que ce sera du chien à bois, la caravane passe. Parce que l'appel au boycott, ça ne prospérera pas. Et Mamadi Doumbouya ira tout droit au mur. Et donc, en le faisant, je crois qu'il ne fait qu'envenimer la situation. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je crois que Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est le très très mauvais élève de la classe. Quand
on compare sa gestion à celle des militaires qui sont au pouvoir au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Tout à l'heure, on parlait du Burkina Faso avec ce projet ingénieux et innovant du capitaine Ibrahima Traoré. Vous allez voir qu'en Guinée, rien ne se perd, c'est-à-dire que c'est toujours le statu quo. Et quand vous voyez même le test qui fait objet de référendum aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de couacs, parce que là, on a quitté le quinquennat pour aller au septennat. On tend vers l'institution d'un Sénat, le Sénat qui jusque-là n'est toujours pas accepté dans beaucoup de pays africains. Le Sénégal l'a essayé, ça n'a pas marché. Le Sénégal est obligé de se rétropédaler à chaque instant. Et je crois que ce n'est pas un bel exemple à suivre aujourd'hui. Donc quand vous voyez même le contenu du test, même je pense que tout cela laisse à désirer. Et comme je l'ai dit, tout est fait à dessein pour que Mamadi Doumbouya puisse rempiler et s'inscrire dans une longévité au pouvoir. C'est vrai que vous allez me dire que je vais trop vite en besogne, mais je suis là et vous me direz de nouvelles. Alors c'est vrai que Renaud parlait tout à l'heure du taux de participation qui n'aura pas forcément un impact si cet appel venait à prendre. Mais est-ce qu'il y a une petite chance que cela puisse faire à ce que la population puisse faire entendre sa voix, la voix de l'opposition dans les urnes, c'est-à-dire voter contre ou encore boycotter? Non, mais pour le taux de participation, je me dis que ce sont ces nouvelles autorités qui contrôlent tout. Donc, il suffit seulement de chercher de bons statisticiens. Voilà, et le tour est joué en termes de taux de participation. En Afrique, généralement, c'est ce qui se passe. Et maintenant, quand je reviens un peu par rapport à la population, vous savez qu'il y a une campagne pour le vote du oui qui est orchestré depuis un certain temps avec achat de conscience, avec une propagande inouïe. Donc ça fait que voilà, la population rurale, ou bien si je veux parler un peu de la masse, mais elle peut adhérer parce qu'il suffit seulement qu'on mette en avant des éléments en joli vert et c'est fini. Les gens vont, ça sera accrocheur, les gens vont adhérer et ils iront voter pour le oui. Et maintenant, ce qu'ils doivent faire entendre même la voix critique, la voix dissonante, ceux qui sont contraints à l'exil, ils ne sont pas au pays. Quand vous prenez Cellou Dalein Diallo, il n'est pas là, et voilà, il a été contraint à quitter le pays. Et donc, Mamadou Doumbouya contrôle d'une manière ou d'une autre la Guinée. Et là, bon, ce sont des idératas qui va passer. Et l'autre point aussi, c'est que je pense que c'est très important de le souligner. Vous avez parlé de l'inclusion. Oui, c'est normalement ce qui devait être recherché dans le vote de cette constitution, parce que quand on parle de la constitution, généralement, c'est un contrat social. Et un contrat social, ça voudrait dire que tout le monde doit adhérer. Mais si on met sur la touche une catégorie de population, c'est que ce consensus n'est pas au rendez-vous. Et là, le test qu'on va voter, c'est qu'il y aura des gens qui ne vont pas se reconnaître dans ce test. Et là, la base même est faussée, parce que généralement, Rousseau même le disait, dans le terme du contrat social, c'est que quand vous tous vous adhérez à des lois et que vous portez ces lois, il est facile de les respecter. Vous comprenez? Donc maintenant, si on met des gens à l'écart, comme c'est le cas, on demande même aux partis suspendus de ne même pas se prononcer sur ce processus. C'est ça encore qui est très grave. Parce qu'ils sont des Guinéens. Comment se fait-il qu'il ne peut pas se prononcer sur le référendum qui veut avoir lieu? Donc ça voudrait dire que la base même est faussée, donc le départ est faussé. Et là, c'est que Mamadou Doumbouya est sur une lancée que nous connaissons très bien, c'est que c'est de tout faire pour faire un passage en force, prendre le pouvoir et durer comme il le veut. Mon confrère, lui, parlait du quinquennat qui est parti au septennat. C'est que ça aussi, c'est contre la volonté de beaucoup de personnes, parce que généralement en Afrique, on estime que quand vous faites 10 ans au pouvoir, c'est tenable, quoi. Maintenant, il faut aller jusqu'à 14, et Dieu seul sait, à l'orée des 14, est-ce qu'il n'y aura pas une modification constitutionnelle comme les gens nous ont habitués un peu en Afrique? Donc voilà, tout ça là, ça cristallise le débat politique là-bas. Et là, vraiment, je pense que les militaires ne sont pas en train de faire une bonne chose. Pour terminer, je voulais aussi parler de la question de souveraineté. Parce que quand on parle de Doumbouya, vous savez, c'est un légionnaire avant tout un Français. C'est cela.
il est français. Et il le sait très bien. Et on devait clarifier ce débat. Parce que quand on est un chef d'État et qu'on a la double nationalité, c'est qu'il y a un problème de souveraineté qui se pose. Parce qu'à un moment donné, on pouvait être tenté de satisfaire les désidérata de notre à mon influence. avis, c'est le dernier des soucis des Guinéens actuellement, parce que non, mais c'est un débat qu'il faut soulever. Oui, bien sûr. C'est un débat qu'il faut toujours soulever. est-il, effectivement, c'est bien de l'avoir mentionné. Merci. Mais le vin est déjà tiré. Oui. Et on se pose la question de savoir aujourd'hui si il n'y a pas un risque de violence post-électorale, c'est-à-dire après le scrutin. C'est une question intéressante et pleine de challenges parce que le pays est plus ou moins familier quand même à ce type d'événement. C'est comme ça que M. Doumbouya est lui-même arrivé au pouvoir. Cela dit, on dirait que lui, il est militaire, donc il a eu peut-être un meilleur contrôle comparé à son prédécesseur, le professeur Condé. Donc la question peut se poser à ce niveau-là. Cela dit, il y a une autre dimension de la question de l'adhésion, du soutien qu'il est important de relever, c'est la grande disparité qu'il y a entre, on va dire, les urbains et les ruraux dans le rapport qu'ils ont au chef, on va dire, de la Guinée. Il y a eu un sondage, je pense que c'était en 2022-2023, d'Afrobaromètre et puis d'un autre acteur de l'AGSP, donc une association de Sciences Po en Guinée, pour évaluer un peu le soutien populaire qu'il avait à M. Doumbouya. On s'est rendu compte qu'il selon l'Afrobaromètre, il bénéficie d'à peu près 40% de soutien, un peu moins pour le Conseil national de transition. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'AGSP lui donnait autour de 60% on va dire, d'adhésion de soutien. Mais il y a une très forte disparité entre les ruraux, les inactifs, qui le soutenaient jusqu'à 70-73%. Comparé aux gens, on va dire, plus éduqués et les citadins. Et donc, cette distorsion de la réalité pose la question de qui parle quand on dit qu'il n'est pas soutenu ou qu'il n'a pas de légitimité. Il y a une tendance aux voix qui sont, on va dire, dans l'espace urbain, où souvent la vie politique est la plus animée en général, à être plus audible et à être plus critique comparé aux populations, on va dire, rurales et moins urbaines. Là, je préfère que vous utilisez plutôt le terme plus instruit. Plus instruit, oui. Et effectivement, ça me semble plus valable. Et donc, il y a cette question-là. Mais sachant que de toute façon, quand on vote, c'est une voix vaut une voix. Ouais, bien sûr. Et donc, qui parle, d'où il parle et quel est le poids de sa position. Et il y a aussi la question, mon prédécesseur le disait, à quel point il est facile de, entre guillemets, acheter ou en tout cas de convaincre certaines voix plutôt que d'autres. Ça pose vraiment tout un défi de comment on perçoit le soutien même populaire, je dirais, dans nos pays africains, surtout dans un contexte où une voix en vaut une autre. Est-ce que ça va aboutir à une cassure entre, on va dire, entre ceux qui soutiennent, on va dire, l'opposition et ceux qui soutiennent Doumbouya? Ça reste à voir. Je ne pense pas que ça aille jusque-là, mais bon, le pays nous a déjà montré que on n'est jamais à l'abri d'une rupture, même armée. Lui, une réaction avant qu'on ait à la pause? Non, une réaction, il y aura des velléités de manifestation. Ça, il y aura des velléités de manifestation, mais sauf que en face, on a un État qui va appuyer sur l'appareil répressif, comme il sait bien le faire, parce que depuis qu'il est là, on a senti ce musulman-là, des voix critiques. Les médias sont fermés, les médias sont bâillonnés, des opposants incarcérés, kidnappés. Et donc c'est la violation flagrante des droits des Guinéens qui se poursuit malheureusement. Donc ça va également s'observer au sorti de ce référendum-là, parce qu'il y aura des braves Guinéens qui ne vont pas justement accepter ce forcing du général Mamadi Doumbouya. Et moi, ce qui me désole dans tout ça, c'est l'omerta, c'est le silence, entre guillemets, coupable d'une institution comme la CEDEAO. Et ce qu'on aurait souhaité, c'est que la CEDEAO intervienne à temps, au lieu d'attendre que la situation se dégénère. C'est un peu ça. Nous devons, à un moment donné, mettre à profit
la force régionale de la CEDEAO. Si on doit à tout moment vouloir intervenir à sapeurs-pompiers, je pense qu'on ne fait qu'encourager des dirigeants comme Mamadi Doumbouya à prospérer dans la bavure et dans des exactions. Et pour peut-être finir, revenir sur les rapports de Afrobaromètre et tout cela, je crois que Romial a bien chuté en disant que parfois il y a cette manie-là, il y a cette facilité-là de manipuler l'opinion. C'est pour ça, moi, je n'ai pas souvent confiance à ce genre de rapport. Je ne me fie pas à ce genre de rapport. Souvenez-vous qu'au lendemain de la présidentielle de 2020 au Togo, il y a un rapport d'Afrobaromètre qui, justement, mesurait la popularité, la célébrité du président Faure Gnassingbé. Et à l'époque, on disait que seulement 11% des populations souhaitent le départ de Faure Gnassingbé. À quelques mois, on est allé aux élections. Faure Gnassingbé a remporté les élections avec plus de 71%. Ouais. Voilà. Alors, merci Louis pour ces informations. Alors, la dernière pause d'un regard croisé, on revient tout à l'heure pour parler justement du Togo.